si j'ai délimité ce quart de siècle à cheval par rapport aux périodisations en usage, c'est qu'il m'a semblé, bien sûr, un moment climatérique, comme on disait, à la fois coup d'envoi et déjà premier âge d'or en ce qui concerne la réflexion critique panoramique, comme je vais dire, sur le roman et ses genres. Il faut attendre en effet le début des années 40 pour que ce que nous avons désigné comme les conquêtes du roman, je préfère ça à sacre du roman, je m'en expliquerai s'il le faut, se traduisent non seulement par une exceptionnelle vitalité du genre, une tendance de sa part à l'omnipotence, mais aussi une multiplication exponentielle de ses formes, autant de mutations qui, à elles toutes, vont entraîner la caste montante des critiques journalistes à désirer prendre une vue panoramique de ce qu'il faut bien l'appeler, en termes d'histoire culturelle et non littéraire, le phénomène roman, tel qu'il se déploie sous leurs yeux. C'est à dégager une topographie d'ensemble de ces panoramas critiques du roman entre 42 et 69, donc, que je vais consacrer le présent exposé, avec l'idée de le compléter ensuite, tant le corpus est vaste, mais avec le sentiment un peu exaltant et à la fois ambigu que je suis le premier à affronter un tel corpus, vu que l'étude fondatrice, que nous connaissons tous bien sûr, de Margrethe Nayan, s'arrête en 48, mais sentiment mitigé, puisque je suis un peu solitaire aussi pour l'instant, à essayer d'avoir une vue panoramique de la critique de roman au XIXe siècle, en tout cas panoramique, j'entends bien sûr. Dans les propos circonscrits que je vais tenir aujourd'hui, j'aimerais d'abord souligner et dater, et c'est déjà le plan qui devrait apparaître, pardonnez-moi, c'est là, il apparaissait déjà. J'aimerais d'abord souligner et dater les divers aspects de cet autre phénomène, réflexif celui-là, qui a accompagné la montée en puissance du roman, par des tentatives critiques systématiques essayant d'en rendre compte. Dans un deuxième temps, donc, je m'attacherai à mesurer la part relative que ces critiques panoramistes du roman ont accordée à la notion de genre, tout comme aux classifications des genres du roman qu'ils ont proposées. Restera dans un dernier temps, pour cette fois, en s'intéresser à leur philosophie de l'histoire du roman, disons, puis à conclure provisoirement en mesurant le chemin qui restera à faire. Mais pourquoi il restera à faire? Parce que j'ai accepté en quelque sorte d'affronter, non sans hésitation, n'est-ce pas, une question dont l'ampleur me compliquait la vie d'avance, hein, beaucoup de dépouillements dont vous verrez un petit peu la trace dans mes propos, et vous avez compris aussi que c'est une question qui n'a jamais encore été abordée, en tout cas sous cet angle jusqu'à moi, et où il n'y a pas non plus place pour les grands critiques que je connais mieux et bien, Sainte-Beuve et Taine. Hein, ils seront absents de mes propos aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas joué ce jeu du panorama. Taine un peu plus que Sainte-Beuve d'ailleurs. Première partie donc, formes et moments de la pulsion panoramique, panoramiste plutôt. On ne va pas s'étonner de voir la chose, cette pulsion, s'affirmer au moment même où la littérature, que depuis Walter Benjamin nous appelons panoramique elle-même, connaît elle-même ses ponctuations décisives, n'est-ce pas, chère Valérie? Les Français peint par eux-mêmes et les physiologies. Pour qu'une telle réflexion systématique puisse commencer à se mettre en place, on dirait qu'il faut aussi attendre cette autre ponctuation romanesque, celle-là, qu'est le baptême de la Comédie de Vienne, 1842 justement, hein, autre œuvre panoramique, qui compte aussi pour le début de la promotion de Balzac au rang de figure tutélaire du roman moderne, aussi contesté que consacré. Mais il faut attendre surtout que, sur le plan médiatico-critique cette fois-ci, s'affirme plus encore la tendance de la presse, dans ses diverses formes, on verra, à assumer la part la plus active de cette réflexion sur le roman, dont elle, du coup, elle écrit l'histoire littéraire, mois après mois. Quant au roman,
ce sont d'abord les deux grandes revues qui préludent, la Revue des Deux Mondes et la Revue de Paris, en raison de leur propension native dès leur fondation en 1929, à asseoir leur légitimité par des séries d'articles de synthèse sur la littérature contemporaine. La première, donc la Revue des Deux Mondes, inaugure la formule par une série d'articles visiblement concertés sur les divers aspects du roman contemporain, jugés préoccupants par les plumes les plus sûres du cru, formant bataillon réactionnaire. Et je vous en énumère quelques-unes, là: Gachon de Molène, Charles de Mazade, Eugène Lerminier, Paulin Limairac, qui s'en prennent au roman français contemporain avec Balzac, Sand et Sue comme cible privilégiée, tandis que Philarète-Chasles, puis Émile Montaigu, complètent le panorama en adoptant, eux, une perspective historique fort intéressante d'ailleurs, c'est trop méconnu je trouve, en regardant aussi d'ailleurs vers le roman anglais, tandis que d'autres se chargent de l'Allemagne, de l'Italie et de l'Espagne, la Hollande même, quelque part. Les premiers de ces articles, donc, tout aussi sérieux, compacts que tendancieux, fidèles qu'ils sont à la marque Bulloz, datent de 1942, donc ils n'ont de 1943, puis ils s'égrènent en une première série jusqu'en 1949, comme on va le voir ensuite, ça se continue. Quant à la Revue de Paris, c'est un seul de ses collaborateurs qui s'y livre d'abord à cette pulsion, panoramiste, c'est Hippolyte Babou, qui est un grand critique, trop méconnu là aussi, que j'admire de plus en plus à chaque fois que je tombe sur lui. Dans 3 de ses articles formant série, publiés en novembre-décembre 1943, la perspective générique s'affirme pour la première fois en tirs groupés. Vous avez vu que l'un de ces articles porte sur le roman de mœurs, en plus en titre, l'autre sur le roman social, on verra ce que ça veut dire d'ailleurs, et un troisième sur le roman paradoxal. La confirmation que ce milieu des années 40 est décisif pour l'affirmation de la focale panoramique en matière de roman, on la trouve dans 2 ouvrages de synthèse millésimés 1845, la première série des études critiques sur le feuilleton roman d'Alfred de Nettement, complétée par une seconde série 2 ans plus tard, en 1947 donc, et la revue analytique et critique des romans contemporains d'Alphonse Duval-Conseil, soit 2 textes ayant pour trait commun de lancer une campagne d'inspiration nettement réactionnaire qui a pour but de dénoncer l'influence sociale pernicieuse des romans, dont il n'est pas le lieu ici de marquer les nombreux épisodes suivants, mais je vous laisse rêver sur les noms délicieux de Minche de Loisne, que vous connaissez peut-être, et d'Ernest Poitou. Une nouvelle période s'ouvre en 1951, me semble-t-il, car Symptômes nouveaux, à ma connaissance, se publie pour la première fois une revue de la production romanesque de l'année écoulée. C'est Cuvillier-Fleury qui inaugure ce genre journalistique dans les débats, en traitant donc du roman français en 1951, bientôt imité par Gustave Planche dans la Revue des Deux Mondes pour les années 1953 et 1957, par un autre très très grand critique qu'on méconnaît aussi, Armand de Portmantin. Il est de droite, mais il est excellent, il est un grand critique selon moi, pour les années 55 et 61, et par Victor Fournel, qui, bien qu'il publie dans la Revue de l'année religieuse politique, philosophique et littéraire, pour les années 60-63, produit des tableaux, des revues du roman qui sont tout à fait intéressantes. Cuvillier-Fleury sera ensuite l'un de ceux qui vont compter au nombre des fidèles commentateurs du roman contemporain. À son actif, de nombreux articles publiés dans les débats entre 1851 et 1861, recueillis en volumes en diverses fournées et qui ont cette caractéristique de porter explicitement le plus souvent sur des genres romanesques affichés en titre. Vous le voyez, le roman feuilleton, le roman vertueux, le roman terrible, le roman mélancolique, le roman dans la vie privée. Mais la constance de Philarète-Chasles
remarquable, hein, je trouve, de Charles de Mazade, d'Émile Montaigu, à traiter systématiquement du roman dans cette période, et la suivante en fait, eux aussi, de véritables spécialistes du genre. On pourrait dire cependant qu'une nouvelle période encore, périodisons, s'ouvre en 58-60, dont l'un des symptômes consiste dans les résumés analytiques déjà bien plus précis que propose justement Victor Fournel, et qui montre à quel point, à cette date, l'habitude est prise de proposer un tableau complet de... Pardonnez-moi, j'ai raté un épisode. Un tableau complet et, si possible, organisé rationnellement des genres romanesques en activité. Vous avez sous les yeux, donc, cette première synthèse que propose Fournel, les romans en 1860, et je vous laisse découvrir à quel point, effectivement, les genres sont mis en valeur, et quels sont les genres mis en valeur dans cette année. Mais il y aura ensuite 4 années de Fournel qu'il faudra comparer. Je ne pourrais pas le faire aujourd'hui, bien sûr, d'une façon précise, mais je vous laisse deviner la chose. Même remarque à propos du tableau bien plus ciblé, et plus approfondi d'ailleurs, que Gustave Merlet, autre grand historien méconnu, je trouve, critique historien méconnu, propose dans ses 4 grands articles sur le réalisme dans le roman, publiés dans la Revue européenne, puis repris en volume l'année suivante. Vous avez vu le réalisme bourgeois, le réalisme imaginaire, le réalisme physiologique et le réalisme byronien. Il y aurait beaucoup à dire sur ces catégories, bien sûr, mais pour l'instant, je retrouverai ça plus tard. Mais il convient en fait de faire remonter un tant soit peu encore cette troisième période au tout début de l'analyste, hein, avec un I, un I et non pas un Y, hein, analyste, anal. Littéraire le plus fidèle, il s'appelle Gustave Vapereau. Il est l'auteur, comme vous savez par ailleurs, d'un dictionnaire des contemporains, un dictionnaire de littérature, très connu. Son allée littéraire et dramatique s'ouvre à la fin de 58 pour s'arrêter en 69 sur l'année 68. Et elle brille, elle aussi, par la précision de ses tableaux annuels de la production des différents genres, mais parmi lesquels le roman occupe une place de choix, de plus en plus affirmée d'ailleurs, comme le manifestent ses sommaires. Pour l'instant, je vous en présente 3. Je ne les commente pas, j'y reviendrai ensuite. 58, 64, et le dernier, je crois, 68. Là aussi, vous verrez facilement, je l'ai peut-être mis en gras, y compris non pas cette fois-ci, combien les genres, mais d'une façon peut-être moins insistante que chez Fournel, sont présents. À la précision de chaque tableau s'ajoute ici non seulement la prise en compte occasionnelle de l'avis d'autres critiques, hein, Sainte-Beuve par exemple, à propos de Bovary comme de Fanny, mais surtout l'ampleur de l'évocation, puisque pendant 12 années consécutives, les romans de l'année se voient gratifiés d'une rubrique qui peut atteindre jusqu'à 80 pages. Tout comme par l'arrêt de cette année littéraire, je n'ai pas cherché à savoir pourquoi d'ailleurs, cette troisième période se ferme en 68 par le rapport, malheureusement bien médiocre, d'un éclectisme timoré, qu'un romancier populaire du temps, hein, Paul Féval, fait du roman dans le cadre du rapport sur le progrès des lettres, commandé par le gouvernement impérial, auquel collabore d'une façon quand même plus honorable, à la fois Gautier pour la poésie et même Sylvestre de Sacy pour la critique. Après le tournant de 1870, alors cette fois-ci je vous indique ce que je ne ferai pas, en tout cas pas aujourd'hui, que tu feras, que feront d'autres. Il me semble qu'une autre période commence, marquée cette fois du double signe naturaliste et modérément positiviste, que d'autres collaborateurs de ce colloque ne manqueront pas d'aborder, donc, dont l'un des premiers jalons pourrait être l'article de Brunetière, nouvelle critique, dans la Revue des Deux Mondes. Ça s'appelle le roman réaliste contemporain, c'est publié en 1975, et c'est une sorte de prélude antithétique, si l'on peut dire, aux campagnes critiques de Zola au cours de cette même décennie. La place des genres, donc. Que ces panoramiques sur le roman soient occasionnels ou périodiques, qu'ils soient l'œuvre d'un seul auteur ou le travail concerté de plusieurs collaborateurs, qu'ils se spécialisent sur le seul roman ou qu'ils se donnent pour objet de prendre une vue générale de la situation littéraire,
tous tentent bien de penser les mutations de ce genre polymorphique qu'est le roman dit contemporain. En recourant au langage médical, on parle alors de fièvre, il y a un article qui porte ce titre dans le National, ou de maladie du roman. On se gausse du déluge de romans qui sévit, ou bien, et c'est encore plus intéressant je trouve, on se plaint du despotisme du genre. C'est ce que fait Alcide Dussolier en parlant, et c'est une expression tout à fait intéressante à sa date, de la caserne du roman. La caserne du roman. Mais bien plus nombreux en fait, les observateurs qui, tel un collaborateur artiste en 1846, évoquent à l'inverse le caractère essentiellement varié, je cite, essentiellement multiforme que ce genre offre aujourd'hui. Je ne sais plus si je vous ai mis ça, je n'ai pas l'impression, oui, enfin des choses semblables, qui, comme Vapro en 1958, se donne pour objet de réflexion, je cite à nouveau, le développement moderne du roman et la multiplicité de ses formes. Ou qui, comme Cuvillier-Fleury en 1951, se propose de le saisir dans une de ces, je cite à nouveau, de ces métamorphoses éphémères et infinies que le genre a subi chez nous depuis 50 ans. En plus, il chronotope. Genre proté, confirme Vapro, je crois que j'ai mis la citation. Ce qui justifie son désir, tout comme celui de ses pareils, souvent annoncé dans leur préambule, d'en proposer, comme ils disent, alors là aussi je vais vite, mais une étude d'ensemble, une physionomie générale, un bilan, le mot est déjà là, un état présent, le mot est déjà là aussi. Je suis surpris de trouver ces mots très 20e, mais ils sont déjà là. Ou mieux encore, parce que plus imagé, un tableau, une revue, une galerie. C'est le mot de revue qui revient le plus souvent quand même. Il s'agit pour eux d'essayer de guider le lecteur dans ce que l'un d'eux appelle le labyrinthe du roman moderne. Quelle belle expression quand même. Tout en répondant déjà à la question très style XXe siècle à nouveau, où va le roman ? Je trouve ça quelque part. Ce qui porte nos critiques journalistes à vouloir dessiner toutes les cartes de cet atlas du monde moral que forme l'ensemble de la production romanesque, selon une belle formule de Bulwer-Lytton. Dans ces panoramas, bien sûr, tout ne concerne pas la question du genre ou des genres. On aime y esquisser une histoire du roman, sur le temps long, à diviser de ses progrès ou de sa décadence, en s'étonnant de la disproportion entre son succès populaire et son manque de légitimation. On se demande avec Pont-Martin pourquoi tant de succès et si peu d'estime, si peu d'autorité et tant d'influence. C'est fort, voilà. Et tant d'influence, si peu d'autorité et tant d'influence. On disserte sur les méfaits de ce genre, jugés alors, et jusqu'à la fin du siècle, criminogènes, parce que provoquant des assassinats, tel celui dont est l'auteur, Madame Lafarge. Parce que, dit-on, c'est un genre fondamentalement en révolte contre la société, mais je passe sur tout ça. Et on essaie surtout d'expliquer sa vogue actuelle par sa miraculeuse coïncidence structurelle avec une société en crise, individualiste, en perte d'idéal, en route vers la démocratie, aussi ouverte et désorganisée que l'est cette forme littéraire moderne. Cela, quitte à s'étonner à l'inverse, c'est les deux textes que je commentais qui sont sous vos yeux sur le roman forme démocratique, forme ouverte, déconstruite en quelque sorte, en miettes, comme la société qui est en miettes, voilà, un petit peu en crise et en miettes. Et maintenant, je passe à une autre idée qui revient moins souvent, mais qui est importante aussi. Lorsque ces critiques s'étonnent à l'inverse, comme Gustave Vapro, à la suite de Balzac d'ailleurs, il ne le sait pas, de l'immense place que tente à prendre le roman, je cite, dans la littérature de ce siècle positif, à mesure qu'il semble en prendre de moins en moins dans la vie. Bon, la montée en puissance du roman, compensatrice en quelque sorte. Quant à la question des genres,
Et on est d'autant moins pressé de l'affronter que la notion, on le sait, est suspecte depuis que Hugo, dans la phrase de Cromwell, a parlé de l'arbitraire distinction des genres. Ce à quoi s'ajoute, dans le cas du roman, le sentiment que on a affaire à un genre libre, ni domestiqué, ni domesticable par les codifications attardées des poétiques, qui l'ont tenu en plus hors de leur champ. Le roman, dit-on depuis longtemps, alors depuis longtemps, c'est une citation que je ne vous ai pas mise, mais je suis méchant, est un genre universel dans lequel tous les autres genres sont venus se fondre. C'est du 32, et c'est une citation prise par Iknayan, c'est antérieur à ce que je suis en train de vous dire. Il n'est pas un genre de littérature, là aussi c'est une citation de 32, mais une littérature à lui tout seul. Vous voyez un petit peu le cadre, l'ensemble. Aussi, pour dire la multiplicité du roman, le mot de genre reste bien sûr en usage, par commodité, au singulier comme au pluriel. Au singulier, lorsque Vapreau déclare, vous l'avez la citation sous les yeux, que le roman, depuis plusieurs années, par le nombre et l'éclat des œuvres, a pris souvent la première place dans nos genres littéraires, ou bien que le genre littéraire favori de ce temps, c'est le roman. Au pluriel, lorsque le même critique affirme que le roman continue à s'épanouir dans tous les genres, et que sa revue annuelle risque de laisser échapper non seulement des romans, mais des genres entiers, des sous-genres. Mais le mot de genre est aussi souvent remplacé, soit corrigé ou contrebalancé par divers autres mots à connotation moins normative. On parle donc des diverses formes du roman, de ses diverses tendances, ou mieux encore, des diverses régions du roman, de ses nombreuses ramifications, parfois filées, vous le verrez. La métaphore géographique invite à imaginer la diversité de ces variables climatiques, climatériques aussi, en quelque sorte, tandis que la métaphore végétale tente à envisager les sous-genres romanesques comme autant d'efflorescence d'une espèce végétale particulièrement métamorphique. Le sentiment commun est en tout cas que le roman est un véritable monde, inclassable, d'autant qu'au roman, au nom de genre conventionnellement reçu, il faut ajouter nécessairement, pour tenter de couvrir ces infinis possibles, d'autres logiques qui viennent à la traverse de la logique générique. C'est le cas de la logique des écoles, qui, en cette époque où le roman est l'objet d'intenses débats, et où la presse est à l'affût des émois de la vie littéraire, vient se surimposer à la logique des genres, en particulier dans le cas du réalisme ou de la fantaisie. Des critères idéologiques viennent aussi à la traverse de la logique générique au sens propre, puisqu'on évoque communément le roman socialiste, le roman philanthrope, le roman chrétien, etc. Comme on s'accorde à penser que toutes les régions de la société sont matière à description, signification, et à étude pour le roman, et que ce genre littéraire est la topographie universelle du monde moral, on a de plus le sentiment qu'il y a autant de romans que de groupes sociaux qu'ils représentent. Bon, c'est bien connu, on parle de romans du grand monde, de romans populaires, de romans militaires, de romans médicaux, de romans de la vie militaire, tout en ayant un œil plus vif quand même sur les formes plus palpantes, plus modernes que sont le roman de high life, le roman de demi-monde, du demi-monde, ou le roman bohème, j'y reviendrai. Mais le roman se décline aussi selon les personnages typiques dont le genre s'est fait une spécialité proverbiale. Roman de la courtisane, roman de la femme adultère, etc. Comme la logique sociotopique se surajoute à ces deux logiques, on classe aussi les romans, il en a été question déjà aujourd'hui, sur les lieux. Paris, roman parisien, roman de voyage, roman maritime, etc. Ou si on resserre le compas sociotopique, je prends des catégories de Vapreau, cette fois-ci, roman du salon et de boudoir, ou roman d'antichambre et d'alcôve. Cette fois-ci, nous sommes vraiment dans des choses très spécifiques. Cela pour faire nombre dans les énumérations, et sans prendre la peine de rappeler que ce sont là, bien sûr, autant de subdivisions du roman de mœurs. Mais les romans se classent de surcroît, selon le type de romancier
qui les rédigent et les scénographies octoriales qui sont à leur disposition. Je vous passe ma liste pour accélérer un petit peu les choses, selon les types de lecture ou de lecteurs attendus. Roman pour enfants, roman pour cabinet de lecture, roman pour la bibliothèque des chemins de fer qui est constamment présente dans ces recensions dont je suis en train de parler, ou roman pour journaux à 1 ou 2 sous, le célèbre journal pour tous, qui revient très souvent là aussi, ou une expression qui m'a fort intéressé, que j'ai suivi un petit peu avec intérêt, les romans à série, tels que le célèbre Cambole, qu'on nomme ainsi, du célèbre Poison du sérail, comme on disait hier, dans la petite lecture. Bien. Mais on classe aussi tertio les romans, le peuple des romans, selon les formats éditoriaux qui, dans cette production à grand public, comptent d'autant plus que ces formats se sont beaucoup diversifiés en quelques décennies, d'où la distinction entre grands et petits romans, comme on dit, parfois avec du côté du grand les séries, d'accord, qui, selon le mot de Balzac, souvent repris, faire collection, mais des revanches littéraires du côté des petits. Le petit roman, c'est Barbet, par exemple, dans une recension de la Revue de Monde en 1865. Ce à quoi il convient d'ajouter, de surcroît, les genres hybrides, qui compliquent encore la galaxie en roman, en lui ajoutant des agrégats plus ou moins contre nature, roman et théâtre, roman et poésie, roman et biographie, roman et mémoire, dans le cas d'Histoire de ma vie, qu'on traite comme une sorte de roman, ou roman-histoire, dans le cas de L'amour de Michelet, que Vapereau inclut dans ses, vous l'avez peut-être vu passer, dans ses repérages romanesques. La diversité est si grande et les classements si hétérogènes auxquels on devrait avoir recours, que les observateurs sont tentés de renoncer à ordonner le magma des romans. Souvent, ils se contentent de simples énumérations qui empilent les sous-genres pour accentuer caricaturalement l'impression d'exubérance. Ainsi pratique par 2 fois Vapereau, je vous donne les 2 exemples sous les yeux, oui, en 60 et en 65. On voit éclore, métaphore végétale, florale, et se multiplier toutes les variétés à la fois du roman. Roman historique, alors, il y a une énumération longue que je vais quand même alléger, un roman philosophique, roman politique, roman populaire, roman sérieux, roman réaliste, roman fantastique, sans compter les catégories que les critiques ingénieux, bien sûr, c'est ironique, établissent d'après les procédés préférés par les auteurs, comme celle-ci, romans qui finissent mal, romans qui finissent bien, bon voilà. Alors, il refait le même coup, Vapereau, en 65, mais cette fois-ci en recourant à la logique purement traditionnelle du « il y a ». Il y a des romans qui... regardez comment ça se passe. Il y a des romans de toutes sortes, comme des almanachs, romans d'intrigue, d'aventure, romans d'amour, romans de cap et d'épée, etc. Il y en a, c'est plus intéressant ensuite, pour toutes les classes du public, c'est ce que je viens de dire. Il redit ce que je viens de dire, il me répète. En quelque sorte, il me confirme, allez, disons les choses mieux. Et pour toutes les régions de la société, le sociotape, donc, il y a le roman populaire, celui du grand monde, celui du demi-monde surtout, il y a celui du salon, du boudoir, de l'alcôve, de l'atelier, du cloître, de la sacristie, du confessionnal même. Bon. La multiplicité outrancière du roman est si grande qu'elle ne semble ainsi mériter qu'un infini et ironique « il y a » qu'on retrouve décliné dans le registre de la petite presse. Je m'attendais à trouver ça dans les lectures qui ont été si bien faites hier soir. C'est un texte tout à fait percutant et passionnant. C'est un texte qui a pour titre donc Le marchand de romans. C'est Philidère Audebrandt, c'est la petite presse cette fois-ci. Je ne suis plus dans la grande presse, je ne suis pas dans la grande revue sérieuse. Je suis loin de la revue des Deux Mondes cette fois-ci. Dans la petite presse, les modes parisiennes, Variété, Le marchand de romans. Ça serait vraiment une excellente lecture pour une prochaine session de notre colloque. Vous savez, il y en aura plusieurs, bien évidemment, et internationales, j'imagine. Dans les genres, alors je vous passe tout le reste, je ne vais pas le lire comme le comédien d'hier, mais les genres, je les ai tous. Choisissez, romans anciens, romans nouveaux, romans originaux, romans regrattés, c'est bien ça, c'est mieux ça encore, romans tendre, roman noir, roman rose, roman de brigand, roman d'alcôve, etc.
roman psychique, ah ça c'est mieux, la bohème, le théâtre, le salon, la mansarde, le carrefour, la bourse et le trottoir, bien sûr. Essentiel, si on oubliait le trottoir, on serait perdu. Dans le registre sérieux, qui est le sien, il arrive à Vapro d'avouer son incapacité de dépasser le régime, allez, parlons philosophique, d'échéité du « il y a » pour proposer ce qu'il appelle lui-même des classifications. Il se méfie des classifications. D'où une année son recours annoncé, mais peu heureusement suivi, à l'ordre alphabétique, une autre année, son idée qu'il faut diviser le roman entre anciennes connaissances et figures nouvelles. C'est un petit peu insuffisant. Ce qui n'empêche pas d'habitude quand même, vous le voyez peut-être, non, c'est pas ça que je vous montre. Je devrais revenir en arrière, mais je ne vais pas le faire parce que sinon je vais me perdre. Son habitude, comme on a pu le voir tout à l'heure, consiste à essayer quand même de discipliner tant bien que mal la galaxie roman, en associant à chaque fois les genres mis en vedette à 2 ou 3 succès romanesques de l'année. Plus inquiétant, une telle paresse à classer se retrouve dans le rapport officiel de Féval, se démarquant par antipédantisme de praticiens, romanciers, des critiques, toujours haro sur le critique, qui multiplient les classifications, c'est le mot qu'il emploie lui aussi. Ceci est un récit de mœurs, d'analyse, ceci est une étude intime, un chapelet d'aventure, etc. Il en profite, lui, pour mettre tous les romans dans le même sac, celui du roman historique, bien sûr, histoire contemporaine et non. Sans aller jusqu'à une telle réduction drastique, certains s'en approchent et proposent des divisions binaires entre romans personnels et impersonnels. C'est pas inintéressant quand même, vu la date. C'est chez un critique qui dit cueillir l'idée chez Champfleury. Entre romans psychologiques et physiologiques chez un autre, mais c'est très tôt. Ah non, c'est pas si tôt que ça. Cette fois-ci, c'est en 67, dans un commentateur, chez un commentateur de Monsieur de Camors, d'Octave Feuillet, dont il a été question hier. Division à 3 termes, en revanche, chez le philosophe Helme Caro, qui, au roman qu'il baptise spiritualiste, et qui est le seul valorisé à ses yeux, oppose 2 genres prolifiques, le roman philosophique et sensualiste et le roman paradoxal. Semblable division à 3 termes, je pourrais énumérer très longtemps comme ça, chez Hippolyte Rigaud, pour qui les genres essentiels du roman sont le roman intime, le roman historique et le roman de mœurs. Plus intéressant, un collaborateur de l'artiste en 1846, après s'être moqué des coryphées de l'esthétique allemande, dans le dénombrement presque miraculeux qu'il nous donne des nuances et des demi-nuances qui divisent et subdivisent le roman français, fin de citation, se livre à ce qu'il appelle, lui, au plaisir d'une classification modérée, oui, modérée, mais un petit peu étrange quand même, influencée par je ne sais quel esthéticien allemand, il faudrait savoir, qui distingue 4 catégories, lui. Le roman analyste, remarquez, c'est pas si mal. Le roman subjectif, c'est ça qui est allemand. Le roman dramatique et le roman socialiste. D'autres classifications opportunistes, inspirées par l'actualité, accordent dans le cadastre global du roman une place à part entière, soit au roman socialiste, soit au roman bohème. Ce qu'un critique de 1866 appelle le règne du roman se manifeste, selon lui, par la suprématie de 3 genres, le roman réaliste, le roman personnel et le roman bohème. Mais déjà, ce roman bohème qui fait beaucoup retour à cette époque, figurait en 1953 chez un autre observateur qui, lui, divisait au radar le roman en 3 zones. Je vous laisse prévoir, sans que vous puissiez le faire, les 4 zones en question. Le roman Moyen-Âge, le roman mohican, le roman intime et le roman bohème. Allons-y, si vous voulez. Mais même persistance du roman bohème chez Eugène Pelletan, en 60, qui distingue dans l'ordre, lui, roman bohème, il revient, roman pimpant, je crois que c'est à bout derrière, le mot à bout. Roman pimpant, roman réaliste, roman bohème à nouveau, et
roman scandaleux qu'il appelle aussi roman d'alcôve. Ça revient aussi chez une autre critique qui distingue en 63 3 romans, lui, roman historique, roman de mœurs, roman bohème. Ah non, 4. Et le roman personnel. Mais roman personnel, ça veut dire chez lui tout ce qui vient du côté du elle et lui, des romans biographiques engendrés par le elle et lui de George Sand, hein, les 4 ou 5 textes qui se publient dans ces années-là, en 59-64. Mais il y aurait aussi à faire leur place, bien sûr, aux catégorisations originales. Hein. Ainsi, lorsque Cuvillier-Fleury propose sans succès les notions de roman rococo, c'est du Gautier, je crois, derrière, celle de roman intermédiaire, ou celle de roman terrible. Tu connais, j'imagine, hein, le roman terrible cher à Cuvillier-Fleury, remake, bien sûr, pour ce qui est de cette catégorie du roman frénétique cher à l'une de nos organisatrices. Rares les classements, disons, poéticiens, comme nous dirions nous aujourd'hui, tel celui que propose Asselineau, c'est pas un poéticien pourtant, en 1956, en rappelant, je cite, qu'outre le récit impersonnel, qui est la forme première et la plus naturelle du genre, les romanciers ont inventé plusieurs formes secondes, le roman épistolaire, le roman personnel, le roman en conversation, le roman épisodique. Je ne prends pas la peine de formuler, de discuter. Des divisions conventionnelles mais plus fiables sont formulées en 1953 dans un petit traité de rhétorique modeste, mais qui propose de distinguer des romans en plusieurs espèces, dont les principales sont le roman de mœurs, le roman intime, le roman d'intrigue, le roman historique, le roman d'éducation, le roman merveilleux fantastique et le roman poétique. C'est une liste qu'on retrouve, me semble-t-il, mutatis mutandis chez les meilleurs. Hein. Je ne vais pas prendre le temps de faire un palmarès, mais en particulier chez Victor Fournel, que vous avez sous les yeux. Et c'est à peu près, disons, si on suit un petit peu les 4 tableaux de Fournel, j'aurai à peu près la même liste si je garde l'essentiel. Il me reste maintenant une partie dernière plus brève, donc, à aborder la question des genres romanesques dans l'histoire. Je vous laisse méditer, regardez en tout cas la première phrase de l'épigraphe. Il y a des règnes et des modes pour les romans, plus encore que pour toute espèce de production. On a vu déjà que certains des cadastres génériques mentionnés accueillaient parfois de manière intempestive des catégories à la mode indûment promues à la majesté du genre. Signe que le roman bouge, mais non qu'on sait en ordonner l'évolution. Mais qu'en est-il plus généralement de la philosophie de l'histoire du roman que manifestent nos critiques panoramistes? Et d'abord, en ont-ils une? La réponse est oui, mais force est de constater que rares sont parmi eux ceux qui y insistent et ont une vision aussi nette, me semble-t-il, relativement nette, que c'est le cas dès 1866, Émile Zola, dans cet admirable texte qui a pour titre, auquel on donne pour titre, 2 définitions du roman, puisque ce texte, comme vous savez, n'a pas été publié in extenso du vivant de Zola. Le tout venant des analystes, toujours, ou des critiques de grandes revues, jugent quant à eux, à la loupe, le nez collé au roman de l'année, lu pour certains bien sûr en diagonale. Paradoxalement, le genre même de critique panoramique qu'ils pratiquent ne leur permet pas encore d'y faire un véritable tri. Ils sont de plus, sinon foncièrement hostiles, du moins fort réservés, sauf rares exceptions, face au roman en général et plus encore face à ses folies contemporaines. Alors que la force heuristique de Zola va tenir d'emblée à son militantisme de praticien qui doit mettre le roman à faire en perspective, nos critiques d'avant 1870 sont de simples observateurs, peu dégagés de leurs préjugés, en particulier contre le phénomène crucial qui affecte le genre, le réalisme. Traité par eux au choix de littérature brutale ou de littérature putride, il est régulièrement condamné autant en raison de ses choix esthétiques que de ses engagements philosophiques et politiques. Leur lucidité, bien sûr, s'en trouve grandement compromise. Rares ceux qui, comme Fournel, essaient d'adopter une attitude un peu tant soit peu objective à leur égard. Du coup, la révolution majeure qui a lieu en ce mi-temps du siècle, soit donc
le passage du romance au novel, pour parler avec des termes d'aujourd'hui, ou si l'on préfère du roman romanesque au roman de mœurs contemporaine, sans être totalement méconnue, n'est pas aussi nettement formulée chez eux qu'elle l'est chez Zola. Déjà, dès 1966, d'une façon un petit peu, déjà pas tout à fait aussi claire, mais le sera de plus en plus encore dans l'année suivante chez Zola, Légoncourt et Maupassant. Les meilleurs d'entre eux, pourtant, Fournel, Merlet, Chasles, Montaigu, notent bien le passage global à titre genre normatif majeur de l'ensemble jugé par eux désuet et dévalorisé, composé du roman sentimental, si prisé au début du siècle, et du roman d'aventure et d'intrigue, ils mettent ça dans le même sac, hein, souvent, au roman de mœurs, de plus en plus triomphant et central. Mais la conscience commune qui dicte que sans être sentimental au sens 1800 du mot, tout roman presque doit être un roman d'amour, en quelque sorte, tente à affaiblir un peu cette part de l'antithèse. En revanche, le roman d'aventure, que symbolise Dumas et son école, joue bien fidèlement son rôle de repoussoir à titre de genre à la fois populaire et mercantile, de pur divertissement. Comme c'est une loi de l'histoire des genres romanesques tels que l'écrivent les critiques du temps que de fonctionner par opposition simple, c'est l'antithèse aussi qui est chargée de régler le sort du roman historique, sans provoquer les mêmes ostracismes radicaux. Lui aussi compte au nombre de ces genres, bientôt sentis comme dépassés, au profit du roman de mœurs, baptisé alors, pour mieux mettre cette opposition en évidence, roman contemporain. Le roman historique n'a plus aujourd'hui la même vogue qu'il y a un tiers de siècle, observe Vapereau en 1863. Cela surprend, dit-il, l'observateur superficiel, puisque les études historiques sont la passion de notre époque. D'où son hypothèse que c'est à la sincérité de notre amour pour l'histoire qu'il faut attribuer la désuétude où est tombé le roman historique, devenu suspect en cet âge positiviste, en raison des libertés légendaires que la fiction prend à la vérité. Le roman contemporain, en revanche, autrement dit le roman de mœurs contemporaines, assume, lui, une place structurelle centrale, mais celle-ci se trouve pourtant un peu, c'est ça que j'ai compris un petit peu en faisant ce travail, une place essentielle, centrale, structurellement centrale, mais un peu voilée ou brouillée, tant paradoxalement par la diversité de ces sous-genres étalonnés qui ont tendance à s'autonomiser, que par la diversité de ses propres appellations. Roman de mœurs, oui, roman contemporain, on l'a vu, roman physiologique, on a entendu aussi au passage, roman d'analyse aussi. Et là, il faut le dire, hein, quand Zola parle du futur roman naturaliste, il le nomme pour l'instant en 1966 roman d'analyse. Il le fera assez longtemps ainsi, n'est-ce pas? Roman d'analyse. Alors qu'après, c'est un faux ami, parce qu'après, le roman d'analyse, ça sera du côté du roman psychologique, comme vous savez. Hein, c'est très intéressant de suivre l'histoire de ces étiquettes, de ces catégories. Hein. Donc, voilà. Et en plus, on désigne aussi ce roman-là comme roman social. Je n'ai pas eu le temps de vous le dire, mais effectivement, roman social, roman de mœurs, ça rime souvent. Pas toujours, donc autre faux ami, puisque roman social, parfois, ça renvoie, dans l'article que j'ai mentionné tout à l'heure de Babou, à Consuelo. Hein, il n'est pas du tout un roman social au sens roman de mœurs, et au sens plutôt roman socialiste, et qui est un emploi aussi. Bien, ce à quoi s'ajoutent, bien sûr, les nombreuses difficultés que les parasites qu'introduisent ces critiques, qui sont en délicatesse avec l'étiquette triomphante qui va se dégager de tout ça, roman réaliste. Hein. Roman réaliste, roman de mœurs va devenir le roman réaliste, mais comme eux sont résistants, ils ont bien du mal à admettre cela. Genre majeur, ce roman de mœurs, genre carrefour, mais aussi genre étalon. C'est par rapport à ce genre triomphant que tous les autres genres vont désormais être pensés, classés, non seulement les trois envisagés déjà, à titre d'antithèse, vaincus, dépassés, mais tous les autres. Le roman qu'on disait intime, mais qu'on tente à amener, il y a longtemps, hein, intime c'est 31, c'est du Sainte-Beuve, mais qu'on tente à appeler personnel, avec les amphibologies que j'ai déjà indiquées, qu'on tente aussi parfois appeler roman biographique ou autobiographique, j'ai trouvé tout ça, hein.
n'ai pas le temps de vous le dire, mais j'ai trouvé tout ça, apparaît comme un genre mineur au regard de ce roman social autoproclamé qu'est le roman de mœurs, sauf à espérer bien sûr que ces rares chefs-d'œuvre, tels Dominique en 63, viennent un peu ébranler la dictature réaliste. La vaste série formée, vous l'avez peut-être vu apparaître tout à l'heure sous la plume de Fournel, par le roman fantaisiste et ou fantastique, avec ses déclinaisons plus ou moins récentes, le roman excentrique, le roman paradoxal, ne sont en fait là aussi qu'autant d'anti-romans de mœurs. Vous voyez, tout tourne autour de la planète centrale, hein, avec cette conséquence inattendue de sanctionner la prépondérance du genre majeur, ce que confirment les nombreux produits hybrides qui, dans le cadre de ce qu'on appelle parfois le réalisme fantaisiste, ont tendance à conjoindre les deux aspirations. Même remarque au sujet du roman poétique, auquel on adjoint parfois le roman esthétique, mais pas encore le roman d'art, cher à notre collègue Marie-Françoise. Mais le mouvement Thomas, c'est pour plus tard, cela. Mais on parle de roman artiste ou de roman d'artiste, et il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais je passe à ces trois genres qui lui font une triple antithèse, mais s'offrent aussi à des amalgames et à des mixtures avec lui. Il faut ajouter deux autres genres, je vais aller très vite là-dessus parce que le temps presse maintenant, qui sont cette fois résolument autant de variantes, parfois indûment autonomisées du roman de mœurs. C'est le cas de ce qu'on appelle le roman d'idées, parfois appelé roman philosophique, ou même le roman en thèse, mais qui appartient au moins partiellement à la planète du roman contemporain, dont il consiste simplement à exagérer, d'une façon indue parfois, la dimension réflexive. Et cela, bien sûr, ces romans sont jugés d'une façon négative par nos critiques, d'autant que chez Sand, chez Su ou chez Hugo, le roman pense mal. Hein. Du coup, ils ont tendance pratiquement parfois, j'ai deux ou trois exemples de cet ordre, à trouver quelques vertus au roman d'aventure, rebaptisé roman romanesque, contre le roman réaliste. Hein, on va rechercher à nouveau le roman romanesque. De même, enfin, au regard de l'esthétique en vigueur, le couple formé par le roman scabreux et le roman honnête, cher à Feuillet, n'est-ce pas, ne fait qu'exagérer, dans les deux sens contraires, la dimension, cette fois, éthique du roman de mœurs. Alors, que conclure, j'en suis là, de ce premier panorama, sauf que j'aurais dû vous laisser sous les yeux ce que je n'ai pas fait, le plan que je suis. Que conclure de ce premier panorama des critiques panoramistes? C'est ça que je suis en train de faire, hein, panorama des critiques panoramistes. Et en particulier leur traitement de la question des genres. D'abord, que vu l'étendue des corpus, il est, mon propre panorama est trop cavalier et devra être complété par des recherches de trois sortes. Il faudra s'attacher d'abord à étudier le fonctionnement critique de ces diverses nébuleuses sous-génériques que j'ai mentionnées, mais heureusement, le collectif que nous formons s'en charge en partie, c'est à ça aussi que servent les colloques. Ensuite, il restera aussi à prendre en compte le traitement réservé à quelques grands romanciers matriciels, Balzac, qu'on présente souvent alors comme ayant réalisé à soi seul une démultiplication des genres, j'allais dire des pains, vous savez, à la fois exemplaire et fondatrice. Sand, dont même les ennemis, même Pontmartin salue la prodigalité constante de ces avatars, au sens, bien sûr, Gautier, de romancières, mais aussi les grands inévitables, bien sûr, hein, soit résolument multigenres comme Hugo, soit attachés à la glèbe d'un genre. Je songe à Su, non, il n'y a pas un seul genre, mais Dumas, oui, et puis, les réalistes. Cela sans négliger la nemileuse, très présente, hyper présente à la lorgnette des critiques, des romanciers secondaires. Abou, le roman pimpant, vous avez vu, à chaque fois un genre, hein, Feydeau, le réalisme béragnien, Cherbulier, le roman psychologique, Herman Chatrian, à la fois le roman national et le conte fantastique. Un troisième et dernier complément,
devrait enfin consister à considérer pour eux-mêmes ces corpus critiques. Là, j'ai un petit peu lu vite et d'une façon transversale, mais il y aurait vraiment à lire avec le sérieux qu'il mérite chacun de ces corpus. Dernier mot, je n'ai caché ni les parasites qu'apportent leurs préjugés idéologiques, qui sont très, très visibles, ni leur peu de hâte à recourir de manière exigeante ou inventive à la notion de genre, tandis que leurs réflexions sur le rapport entre roman et société, dont j'ai traité par ailleurs dans le numéro de romantisme, sociologie du roman, sont particulièrement aigus, je trouve. La notion de genre reste pour eux un instrument conventionnel commode qu'ils manient un peu au jugé, mais dont on ne peut se dispenser la panoplie critique dont ils ont besoin pour essayer de rendre compte de l'événement esthétique majeur dont ils sont les témoins, la phénoménale démultiplication des genres romanesques, des formes romanesques plutôt, qu'ils ont du moins le mérite de nous donner à voir à profusion, sans avoir toujours les moyens de l'interpréter. Mais la vision à la fois synoptique, dynamique et millésimée qu'il nous en offre témoigne des vertus irremplaçables de cette histoire littéraire immédiate où le roman, tel que la presse, en ses diverses formes, l'écrit en ces années où le roman, en proie à une pulsion métamorphique aux destinées encore imprévisibles, non seulement confirme ses conquêtes, mais fait bouger les lignes de la littérature tout entière. Merci de votre attention.